Bonjour à tous et bienvenue à Loin de s'en foot, ici Sydney Fowo, en compagnie de Jean Gounel, en attendant le retour de notre Olympien, Olivier Brett. Une belle programmation, le CF Montréal a joué hier, on va en parler en long et en large, mais Jean, je suis obligé, avant même de te demander comment tu vas, de te parler de cette bombe qui est tombée. Euh, le FC Barcelone annonce le départ de Léo Messi. Ouais, ouais, c'est effectivement une bombe parce que on avait annoncé déjà qu'il, non pas qu'il avait re-signé, mais qu'il il y avait accord entre les deux, hein. C'est une histoire qui dure depuis 1 an maintenant, que l'année dernière, il voulait partir, que finalement, pour pas créer trop de problèmes, aller devant les tribunaux et tout, il avait accepté un certain nombre de compromis, disons, qui lui avaient permis, qui avaient permis qu'il reste, et que son contrat se terminant là, au 1er août, en fait, au 31 juillet exactement, il était libre, mais que donc tout semblait, avec l'arrivée d'un nouveau président à Barcelone et un certain nombre de garanties, tout semblait indiquer qu'il allait re-signer et que c'était juste une question finalement de oui, de mettre l'encre sur le papier. Et puis voilà. Bon, on annonce aujourd'hui que finalement, ça ne marche pas, que le plan que Barcelone propose pour faire rentrer la signature de Messi, le contrat de Messi dans le cadre des restrictions financières imposées par la Ligue espagnole ne rentre pas, que d'un côté Barcelone n'a pas trouvé les finances nécessaires, ou en tout cas n'a pas les disponibilités nécessaires pour pouvoir faire rentrer ce contrat. Ça veut dire que Barcelone finalement n'a pas réussi à dégraisser comme ils auraient dû faire, comme ils s'étaient engagé à le faire pour pouvoir faire rentrer le contrat de Messi dans les limites on appelle ça un plafond salarial, ça n'en est pas un exactement, mais des limites de dépenses accordées à chaque club en Espagne. Ça colle pas, ça ne marche pas. Il ne peut pas y avoir d'accord pour l'instant, au moment où on enregistre. Et la nouvelle, au moment où on enregistre ce podcast, la nouvelle a à peine 1 heure, hein. Donc, on est vraiment dans les tout premiers développements. Donc voilà, le contrat Messi pour l'instant ne peut pas passer. Donc il est libre, comme il l'était la semaine dernière, et donc libre complètement de trouver un autre club. Bon, c'est gigantesque, clairement, parce qu'on pensait vraiment qu'on allait doucement, tranquillement vers une résolution, que ouais, Barcelone avait des problèmes pour essayer un petit peu de libérer une masse salariale, mais que ça allait. Là, il y a quand même jusqu'à la fin du mois d'août pour trouver des possibilités, des voies d'un petit peu de libérer cet argent. Il y a des négociations avec plusieurs joueurs qui font partie du noyau dur, que ce soit Piqué, Busquets, Jordi Alba. Il y a un certain nombre de joueurs qui sont sur une liste de départ possible, dont des gros salaires, hein, clairement, qui sont Pjanic, Umtiti. Il y a des questions à propos de Griezmann, des questions à propos de Coutinho. Mais là, à l'heure actuelle, ça ne marche pas, ça ne colle pas. Et donc, le contrat Messi ne peut pas rentrer actuellement dans le bagage que Barcelone veut présenter à la Ligue. Donc, ils ne peuvent pas l'enregistrer. Ils ne peuvent pas l'enregistrer pour la saison en championnat d'Espagne qui commence dans 10 jours. Donc, il y a urgence. Effectivement, pour qu'on puisse avoir un ordre d'idée, voici quelques chiffres. Lors de la saison 2019-2020, la masse salariale du FC Barcelone était de 442 millions d'euros, avec un plafond à l'époque de 671 millions de la Liga. Cette saison, la Liga impose un plafond de 160 millions. Vraiment, c'est pour que vous puissiez réaliser. Et tant que la masse salariale du Barça ne descend pas, il sera donc impossible. Et on avait déjà parlé de cette situation il y a quelques épisodes, Agüero ou Eric Garcia, officiellement enregistré au club, car en ce moment, les finances de Barça ne rentrent pas dans le nouveau cadre financier de la Liga. Un départ de Lionel Messi en termes d'image et financièrement, ce serait une catastrophe pour la Liga. On sait que demain, vendredi, il y aura une conférence de presse de la part de Juan Laporta.
dans l'idée, on imagine, de mettre la pression sur, la Liga afin, de pouvoir, trouver, une entente avec, Lionel Messi. Donc en ce moment, il y a tellement d'informations et de rumeurs qui circulent que c'est un petit peu difficile de trier le vrai du faux. De ce que j'ai lu d'une source plutôt fiable, Lionel Messi est surpris de cette annonce du FC Barcelone. Lui, Mmh, il mmh. était, d'accord de, rester avec une réduction de salaire qu'on avait estimée à 50%. Et donc, peut-être que, cette annonce-là, qui a été quand même suivie, donc d'un communiqué de presse, de vidéos, hommages, peut-être que tout ça est encore, dans une stratégie, de, négociation et pression, dans la ligue afin, que Lionel Messi, puisse être signé. Donc, c'est une hypothèse qu'on n'écarte pas, de la table. Maintenant, on est quand même obligé, de se projeter dans ce départ. Je vais te poser une question avant d'aller dans notre sujet à domicile. S'il part aujourd'hui, début août, euh, c'est pour aller où? C'est pour aller où? On a l'impression de se retrouver il y a un an, hein, clairement. Pour aller où? Clairement, il y a pas grand monde capable d'aller chercher Messi, même si même avec un contrat limité, même un contrat réduit et dans des termes qui ressembleraient à ce qui vient d'être négocié avec Barcelone. Donc, on retombe toujours sur les deux mêmes, hein, à savoir Paris et Manchester City. Clairement, il va y avoir d'autres questions parce que les deux ne peuvent pas non plus d'un claquement de doigts dire OK, on le prend. C'est pas possible. Il faut qu'eux aussi, disons, soient capables d'arranger financièrement un certain nombre de choses. Mais ce sont les deux, on va dire, ce sont les deux seuls qui sont capables de faire ce bricolage-là actuellement, disons, de négocier l'arrivée. Manchester City, c'est un cas. Ouais, chacun est un cas particulier. Manchester City, on va en revenir tout à l'heure dessus. Parfait, parfait, Est parfait. dans une grosse période de dépenses et ils sont peut-être aussi un peu pris de court par cette annonce. Paris n'a pas fait de grosses dépenses. Il y a Hakimi qui est une super acquisition de l'Inter, mais qui est que, je comprends, à 70 millions. Euh, Sergio Ramos, Donnarumma sont des joueurs qui étaient libres de contrat, qui étaient libres, donc qui ne leur coûtent pas euh, au niveau de l'achat, de la négociation avec d'autres clubs. Donc, ils ont peut-être une marge de manœuvre qui leur permettrait de le faire. Maintenant, il est certain que tu te poses des questions quand tu vois que tu vas arriver avec Neymar, Mbappé et Messi. Il est clair que dans l'effectif, il y a quelque chose qui va devoir être. Il va falloir que ça bouge aussi du côté parisien. Très, très bien et effectivement, de nombreuses questions, encore à résoudre. On dirait que les 2 clubs ont été pris de court. L'an passé, à la même, Clairement. date, ils auraient été prêts avec le contrat à signer et là, comme tout le monde, en fait, pris par surprise par cette annonce. Ouais. On va retourner plus proche de chez nous avec, notre, segment à domicile. Hier, le CF, Montréal, dans une soirée assez folle avec 4 buts et 3 cartons rouges, a échappé, pour reprendre, les termes de Wilfried Nancy, 2 points face à Atlanta, United. Puisque ce but, de Martinez, pour le 2-1 a été, à plusieurs reprises, mis de l'avant, que ce soit par Samuel Piette ou Wilfried Nancy, comme étant le point de bascule d'un momentum en direction de Atlanta. La question que je te pose, Jean, c'est comment tu as perçu cette faillite, peut-être tactique ou bien mentale, de la part de Montréal, suivant le deuxième but marqué par Camacho. Ouais, je crois que tu mets bien les deux éléments parce que je pense que c'est à la fois tactique
et à la fois mentale. C'est que tu marques ce deuxième but, tu relâches un petit peu. On parle toujours, et c'est toujours un petit peu à la blague de cet avantage de but, mais c'est vrai, ça crée une impression de faux confort et qui amène. Disons qu'il y a tout de suite après, clairement, un moment où la concentration connaît une saute, une petite une coche. Et c'est le moment où il faut être malin, il faut être intelligent, il faut être capable de tout de suite de réagir. Ça veut dire garder le ballon. Ça veut dire prendre un peu de moment, essayer de bien se mettre, se recadrer dans la tête sur cette situation-là, qui est à ce moment-là de cette avance. On sait qu'en MLS, ça part vite, qu'on voit régulièrement, semaine après semaine, il y a un match toujours où ça arrive, hein, des équipes qui font des remontées folles et il y a zéro garantie d'avoir une avance avec une avance de 2 buts, que tu vas aller au bout. Donc, ouais, et ça se chevauche avec un problème qui est maintenant un petit peu récurrent, qui est d'être capable de trouver ces moments où tu vas garder le ballon, où tu vas un petit peu casser le rythme de la partie, où tu vas vraiment contrôler un petit peu les choses. Ça ne veut pas dire forcément aller de l'avant, attaquer. Ça veut dire, tu sais, quand Guardiola demande à ses joueurs de marcher quand ils récupèrent le ballon et quand ils font des échanges à partir de la défense. Pourquoi? Parce que c'est un moment de récupération. C'est un moment aussi où tu te reconcentres, où tu te recadres, tu viens de récupérer, tu ne vas pas forcément repartir tout de suite à l'attaque. Je sais que c'est parce que c'est un système qu'on demande beaucoup en ce moment, qui n'est pas forcément une règle et qui ne doit pas être quelque chose qu'on doit faire à chaque fois. Ça fait partie des moments où clairement, tu dois prendre le temps de, de te calmer, de recadrer un petit peu, de reprendre des positions et surtout de bien de de bien te replacer tout simplement, parce que ce qu'on voit tout de suite après et ce qui arrive sur le but, c'est clairement que tu as un rideau de joueurs qui est passé très, très rapidement, et c'est pas la première fois non plus qu'on va le dire, mais il y a des espaces qui sont ouverts et qui ne devraient pas l'être à ce moment-là. Que ce soit en étant peut-être un peu plus prudent, en prenant 5 minutes, 10 minutes peut-être pour resserrer un petit peu, en étant moins porté à aller vers l'avant, mais en contrôlant l'espace et donc le rythme et la distribution et la façon dont le ballon va bouger sur le terrain. Je suis tout à fait d'accord, et ce problème tactique, je le mets, aussi dans une forme de gestion des émotions. Hem, Quand on parle d'électricité dans l'air, c'est quelque chose qui est parfois très difficilement perceptible à la télévision, mais j'ai eu la chance de pouvoir être au stade, et tout d'un coup, j'ai senti une euphorie et un moment d'absence, de la part, du CF Montréal. La célébration était un petit peu longue, on est content parce que Rudy Camacho, c'est pas un joueur qui est habitué de marquer. C'est vrai. On va aussi vers le banc, on exulte. J'ai vraiment cette image-là aussi de Akiki Struna qui met énormément de temps à aller se replacer. Il était en à la fois en célébration avec Laurent Simon, et en même temps, justement Laurent Simon qui parlait avec le 4e arbitre pour lui dire, ben, c'est bon de se calmer parce qu'on a envie de célébrer et qu'il n'y a pas besoin de nous presser à aller se replacer. Et tout ça dans une foule qui était complètement survoltée, et avec raison. Et ça m'avait marqué contre le FC Cincinnati, et encore une fois, cette fois contre Atlanta, cette difficulté parfois que a le CF Montréal à prendre des bonnes décisions devant son public. Jouer contre un public, c'est une autre chose. On essaye de faire fi de tout ce qui de l'environnement extérieur et rentrer dans son match un peu et dans sa bulle. Mais jouer pour ton public, c'est un public qui t'encourage parfois à faire des choses qui ne sont pas les choses que tu dois faire. Et je suis pas du tout en train de dire que c'est pas bien, hein, le public, hein, on est pour, et on veut encore plus. C'est pas du tout ça. C'est vraiment la responsabilité maintenant des joueurs de comprendre que à domicile, ils ont une responsabilité supplémentaire. Et là, pendant un moment donné, j'ai vraiment l'impression que
ils sont passés en spectateurs, en se disant: «Mais c'est magnifique ce qui se passe, on est à 2-0 là contre Atlanta, tout le monde est en train de vibrer» et beh, Barco en a profité pour, passer au travers de toute la défense, sans forcément qu'il y ait un décalage qui se fasse avec ses coéquipiers, trouver Martinez, encore une fois, genre comme on a que ce soit Miller, je pense que c'est Miller et Camacho qui sont en train de voiler la vue de Pantémis, qui lui-même Mhm, aussi est resté mhm. sur ses appuis. Heu, Ça m'a beaucoup marqué que l'annonceur maison était encore en train de dire le nom de Rudy Camacho au moment où le ballon est rentré Où ça dans rentre. les buts de Mhm, Pantémis. Donc pour vous mhm, donner véritablement la vitesse à laquelle le but a été inscrit par derrière et ensuite, cette espèce de sentiment ou des jambes coupées de la part du CF Montréal, où on a l'impression que finalement, alors que la situation était la même, un différentiel de +1, que finalement, c'était une mauvaise chose pour eux, d'avoir marqué et d'avoir encaissé, plutôt que si le score était resté tel quel. Évidemment, c'est facile de dire après, coup, mais c'est une impression un peu que ça a donné et par la suite, Atlanta, a trouvé les ressources pour, aller marquer ce 2e but et pour rejoindre un peu tes propos, hem la perte de balle de Torres sur un dribble quand même, peut-être dans une zone où c'était pas nécessaire de dribbler. Encore une fois, on a l'impression que j'ai eu l'impression que, parfois on se force un petit peu parce qu'on joue en réaction à une foule qui, voilà, qui pousse, qui transporte et qui donne un petit peu l'impression que on est capable de tout accomplir, ce qui mhm. est pas forcément le cas sur un terrain, de foot. J'ai mentionné tout à l'heure 3 cartons rouges dont 2 Yeah. du côté, du, CF Montréal. Hem, on peut y revenir d'ailleurs, le carton rouge de Rudy Camacho qui donne un penalty, et ensuite le carton rouge de Wanyama sur une altercation avec, Joseph, Martinez. Hem, Sévère, logique, quelle est ta lecture de ces décisions arbitrales? Logique. Logique. Je crois que il y a ce moment où se voit dépasser et clairement il y a un accrochage et il y a forcément tu dois aller à la gestuelle et tu vois qu'il a les mains sur le dos de l'attaquant et qu'il il est déjà battu. Donc non seulement effectivement l'arbitre va aller au pénalty clair et à l'expulsion parce que c'est une occasion nette de marquer. Donc voilà, je pense que là-dessus c'est difficile. Je pense que c'est un peu difficile d'argumenter dans l'autre sens, si tu veux. Et de même quoi, pour la double expulsion, qui a demandé révision et sur laquelle les deux joueurs ont été traités exactement de la même façon. Quand tu revois un petit peu ce qui se passe, je pense que là non plus, il n'y a pas, quand tu connais quand tu sais la façon dont la MLS demande d'appliquer des règlements, en particulier dans tout ce qui est altercation et ce qu'ils appellent comportement violent ou agressif et main au visage, etc., tu sais que c'est tolérance zéro. Donc, il était certain qu'on allait là. Ce qui fait, mine de rien, ce qui fait de rouge direct en plus, qui amène des sanctions plus lourdes d'ailleurs. Oui, effectivement, fait cocasse, Wanyama est toujours sur le coup d'une suspension au prochain carton jaune. Vu que c'était un rouge direct. J'ai trouvé ça, Ouais. très, particulier. Donc Wanyama sera absent, Camacho sera absent et c'est aussi le cas, pour, Kiki, Struna qui, a pris, un carton jaune assez rapide à la 19e minute, qui était son 5e, donc synonyme de, suspension pour le prochain match. Comment composer avec les absences face à DC United? C'est le casse-tête un petit peu de Wilfried Nancy. Que penses-tu, des options, pour le coach, français? Elles sont clairement limitées. Elles sont très, très clairement limitées. Donc, tu sais que du lot, tu vas avoir Mela, clairement. Qu'est-ce que tu fais on repart avec un petit peu la même situation que tu as eue il y a quelques semaines quand Détroit
on va dire les trois de base hein, qu'on voit régulièrement depuis le début de la saison. Il n'y avait que Camacho qui était dispo. Là, tu n'as que Miller. Est-ce que tu vas mettre Miller avec Waterman enfin, bon, toi, on va retomber essentiellement sur les mêmes, je pense, sur la même disposition. En tout cas, je pense, la pièce qui me semble la plus. Le setup qui me semble le plus probable. À mon avis, Torkelson, je crois, qui est disponible puisqu'il était sur la feuille de match. Mhm. Donc, il peut peut-être être intégré là-dedans, mais je pense que la façon la moins traumatisante, on va dire, serait de reprendre le système de ces dernières semaines avec Miller comme joueur de base. Oui, je me suis vraiment interrogé, effectivement, est-ce qu'on faisait du 1 pour 1 entre Miller et Camacho et donc on flanquait de Waterman et Bassong ou on changeait le système, peut-être pour mettre un peu plus de joueurs dans leur position préférentielle, donc avec une défense à 4, avec un Broguiard notamment, Ouais, qui serait à droite, Waterman et Miller en défense centrale et ainsi que Bassong en latéral gauche. Je m'interroge sur la meilleure disposition. On aura les réponses, sachant que Torkelson, c'est un peu difficile car selon Wilfried Nancy, il n'est pas encore prêt physiquement, mais on veut qu'il puisse être en mesure de vivre un peu vraiment l'expérience terrain avec ses coéquipiers. Mais est-ce qu'il est prêt à faire son premier match contre DC United? Ce sera la réponse à laquelle on aura plus d'informations ce dimanche. Peut-être de façon un peu anecdotique, je sais pas, mais Montréal glisse au 8e rang, laissant sa 7e place au Columbus Crew. C'est quand même une première depuis le début ouais. de l'année que Montréal se retrouve en dehors du portrait des séries. Et sachant que New York Red Bull, qui est son prochain surprochain adversaire, est en embuscade donc à la 9e position. Autre fait cocasse que je t'amène, Jean, qui nous fera une belle transition, c'est qu'à la fin du match, on s'est retrouvé avec 6 Canadiens sur le terrain. Je ne sais pas si c'est un record, parce que parfois en championnat canadien, les rotations faisaient en sorte que beaucoup de joueurs Mhm. de l'académie et canadiens étaient alignés. Mais lorsque Pantémis, Broguillard, Piet, Miller, Waterman et j'en oublie un, Bassong étaient sur le terrain. On avait 6 potentiels internationaux canadiens, donc c'est assez bien aussi de voir que le fait local est sur le terrain. On va passer Oui, en temps absolument. Oui. additionnel où on va parler d'un Canada à l'autre. Ce Canada qui est du côté de Kyoto. Elles l'ont fait. Elles l'ont fait. On a peu de mots pour décrire cet exploit monumental de l'équipe canadienne qui a battu les États-Unis et donc rejoint la finale des Jeux Olympiques. Ouais, ça c'était un match assez spécial. Alors, ça n'a clairement pas été le match le plus enlevant. Hein, et ça n'a pas été. Donc, pour le panache, on passera une autre fois. Mais clairement, non, mais clairement, il y a un autre côté à ça, c'est que clairement, il y avait un système mis en place extrêmement pointu pour ce match-là et qui a été extrêmement bien appliqué au niveau de l'engagement, au niveau de la pression, au niveau du placement et de la disposition sur le terrain. Tactiquement, il y a eu une mise en place et elle a été une mise en place qui a été parfaitement respectée d'un bout à l'autre, je dirais, et en particulier au moment où ça a été difficile. Et je pense au moment où Lloyd et Rapinoe sont entrés en jeu, qui a clairement amené les Américaines à jouer beaucoup plus loin, beaucoup plus profond et à trouver des joueuses capables de jouer derrière la défense canadienne. Il y a eu un ajustement qui s'est fait tout de suite. Et tu vois que d'ailleurs, Bev Priestman a procédé à des changements tout de suite à ce moment-là, c'est-à-dire que c'était
prévu. C'était clairement quelque chose qui était dans le processus, qui était vraiment assimilé. Et ouais, les Américains ont pressé un petit peu plus, euh, sans vraiment avoir été archi dangereuse. Et c'est là où je dis qu'il y a du crédit à donner aux Canadiennes parce qu'elles ont réussi quelque chose qui est qui d'une certaine façon, elles ont utilisé, par exemple, ce que les Suédoises ont fait au niveau de la pression et au Mmh. niveau de la capacité à couper les lignes des Américaines. Elles ont forcé un nombre très important d'erreurs dans la distribution. Honnêtement, oui, les Suédoises avaient réussi aussi, mais pour un match de demi-finale comme ça, j'ai pas souvenir des Américaines faire autant d'erreurs avec le ballon qu'elles l'ont Mmh. fait. Elles l'ont fait là. Alors, est-ce que les Américaines sont elles-mêmes? Oui, je suis persuadé que les Américaines elles-mêmes ont, disons, un certain poids dans leur propre défaite, mais le crédit est amené quand même, et avant tout à Prisman et aux Canadiennes, parce que c'était pas évident. Oui, il y avait la marge, il y avait une petite possibilité de le faire. Entre dire ça et puis y parvenir, Mmh. c'est énorme. La pression d'une demi-finale avec dire, ok, là, c'est pas mal maintenant ou jamais qu'on va réussir un coup comme ça. Tout ça fait que c'est très difficile de réussir le match parfait tel qu'on t'a montré sur le papier et de te dire, arriver pile poil à le rendre. Et je pense qu'elles y sont parvenues. Après, tu as des faits de jeu, le penalty, c'est clair que c'est un coup de pouce, mais qui arrive dans des La conditions blessure de où Neuer aussi. la blessure de nerf aussi, effectivement. Tu as aussi deux, trois arrêts, de beaux arrêts. Les Américains n'ont pas été archi dangereuses, mais tu as quand même deux, trois arrêts aussi de AB qui sont importants. Deux, trois contre, deux, trois moments où les Canadiennes ont réussi à le contrer des tirs, empêcher une mise en place que les Américaines font assez régulièrement et qui va leur permettre de ressortir. Bref, tout ça sont des éléments de match mais qui ont été très bien gérés, très bien préparés. Et Beth Priestman, on en a beaucoup parlé, qui a travaillé beaucoup. Tout son passé à Beth Priestman, c'est quand même parce qu'elle a été la protégée de John Rodman depuis qu'elle commence, depuis qu'elle elle s'est lancée vers le travail d'entraîneur et bon, bah, tu vois qu'il y a une continuité parce que elle cherche vraiment à dépasser un petit peu le cadre des Canadiennes qu'on voyait avant, quoi, engagées, mais avec relativement un petit peu moins techniquement d'aisance, mais par contre, elle arrive avec tactiquement quelque chose qui est extrêmement au goût du jour. Je pense que c'est une équipe qui a mûri tactiquement comparé, et je dirais même comparé à la Coupe du Monde 2015, où on avait vu un gros progrès qui avait été un peu forcé vu que les Canadiennes organisaient cette Coupe du Monde. On avait vu quelque chose d'assez solide. Je pense qu'elles ont franchi un palier énorme depuis. Oui, tout à fait. Puis, cette, victoire est quand même, la première en 36, matchs. C'est depuis 2001 que le Canada n'avait pas battu, les, États-Unis, et j'étais assez marqué, de voir toutes les réactions, des anciennes joueuses, Brittany Baxter, Sabrina D'Angelo, Marie-Ève No, il y avait tellement Karine Leblanc, tellement de personnes qui ont montré à quel point, Amy Walsh, qui disaient: «Mais, ça nous fait tellement un soulagement collectif, une victoire pour toutes celles qui sont passées par les programmes canadiens, C'est pour vrai. toutes celles aussi qui ont vécu Londres de 2012, une espèce de traumatisme dans une époque avant Bon. la VAR. J'ai peut-être pris conscience de la victoire, enfin de l'importance de cette victoire lorsque Mm. voilà collectivement toute la communauté soccer canadienne s'est réjoui de ce résultat. Euh, Comme tu as dit, il y avait une opportunité. Comme on dit la semaine passée, c'était peut-être pas la meilleure version des États-Unis, mais encore une fois,
encore fallait-il pouvoir le faire, et donc elles ont effectivement changé la couleur de la médaille, chose qui n'était pas forcément évidente lorsqu'on voyait le parcours, de l'équipe, canadienne. Et d'ailleurs, j'aimerais, souligner que, les forces les mentales dont elles ont fait preuve, les Pays-Bas, à la 80e, ont un penalty pour possiblement battre les États-Unis, mais Medvedev bute sur la gardienne, et cette espèce de mur mental que les États-Unis ont montré un petit peu face à la France ou face à l'Angleterre durant la Coupe du Monde 2019, où on a l'impression qu'il y a des équipes qui sont peut-être aussi talentueuses, mais n'y arrivent pas, sont complexées face aux États-Unis. J'ai trouvé que le Canada a fait un très beau travail à ce chapitre-là, de pouvoir jouer sans aucun complexe. Et maintenant, dans un C'est autre rapport de force face aux Suédoises, il faudra un petit peu reproduire ce contenu, parce que sûrement, pas sur papier, mais plutôt sur le contenu, sûrement la Suède est une meilleure équipe que les États-Unis aujourd'hui. Donc la marche sera encore plus haute pour le une autre bête Canada. noire en plus. C'est une autre bête noire pour le Canada, clairement, parce que les Cédars, on n'en parle pas beaucoup, mais elles sont trouvées souvent sur le chemin aussi des Canadiens. Mais c'est vrai, tu fais bien de souligner aussi, quand tu regardes la qualité du penalty pris par Fleming, tu Fleming. parles, celui de... Ouais. Oui, Fleming, excuse-moi. Ok, bravo, parce que clairement, il y avait beaucoup dessus. Il y avait beaucoup dessus, et quand tu repenses au penalty de Becky face aux Suédoises à la Coupe du Monde, Oui. quand tu regardes effectivement comment Minma est pas dans le coup quand elle frappe lors du match États-Unis-Pays-Bas, c'est lourd. C'est lourd. On parlait de poids dans la tête tout à l'heure à propos du CF Montréal. Là, ça a dû travailler sérieusement là, sur la seconde qui a précédé dans sa tête. Exactement. En tout cas, une libération collective. On va aller du côté des Américaines, où on va clairement se poser la question. Elles qui sont médaillées de bronze en ayant battu l'Australie 4-3, ont-elles raté leur tournoi, selon toi, Jean? Ouais, ouais, clairement, parce qu'elles étaient là avec clairement l'idée de récupérer. Les Américaines, elles ont été quoi, olympiques depuis que le foot, il y a un tournoi féminin, elles ont été championnes quoi, de 96 à 2012. Là, elles perdent d'un coup à ce moment-là, elles sont plus championnes du monde puisqu'elles ont été battues, que les Allemandes puis les Japonaises ont été championnes. Elles perdent il y a 5 ans le titre olympique où elles sont battues par les Suédoises, et là elles l'ont vécu très très mal. Elles reviennent avec une Coupe du Monde en 2019 où clairement elles ont été au-dessus de tout le monde. Et donc leur Mmh. objectif c'était, ouais, pour cette génération-là, reconquérir la médaille d'or, parce que c'est cette incroyable mentalité qu'elles ont, qui est c'est à nous, et puis il n'y a rien d'autre qui existe autour. Et au début du tournoi, ah, ça va être qui va les empêcher, clairement, parce elles ont montré à la Coupe du Monde il y a 2 ans qu'elles étaient vraiment, vraiment fortes, même avec une opposition qui devenait de plus en plus forte, mais elles trouvaient quand même, si je veux faire une sorte de parallèle avec ce qui se passait au niveau masculin à un moment, et ouais, ok, je prends, avec des pincettes, d'accord. L'Allemagne d'une certaine époque, les gars, c'est que Non, c'était non, pas mais je pensais forcément exactement à l'Allemagne. tip-top, Cette mais espèce capable de trouver la d'emprise mentale. solution. Ouais, absolument. Ouais. Et les ressources dans la tête de toute façon, même si ça allait pas. Là, clairement, ça n'a pas été le cas. Ça a commencé dès le match contre la Suède, qui a mis le ton. Qui a clairement mis le ton. Si elles étaient revenues, si elles avaient trouvé quelque chose contre la Suède, le tournoi aurait été certainement différent. Mais elles ont eu du mal. Elles ont eu du mal. Bon, il y a ce match, ce deuxième match de 6-1 contre la Nouvelle-Zélande, mais clairement, elles ont lâché une sorte de frustration du premier match contre les Suédoises. Le troisième n'a pas été évident. Le troisième n'a pas été évident non plus contre l'Australie.
Bon, et d'ailleurs, au bout du compte, match nul qui leur permettait de passer à toutes les deux. Donc, ben, voilà, on ne sait pas. Elles n'ont certainement pas donné non plus toutes leurs mesures, mais elles ne sont pas non plus livrées et elles n'ont pas non plus laissé les Australiennes qui n'ont pas poussé de leur côté. Donc, on le met entre parenthèses. Contre les Pays-Bas, sans doute, au niveau des Américaines, leur meilleur match, mais il y avait encore quelques bémols là-dessus. Donc, c'était une équipe qui maîtrisait beaucoup moins son tournoi. Honnêtement, on l'a pas vu en difficulté, mais pas forcément face à ses adversaires, mais dans son propre jeu depuis longtemps. Alors, il y a plusieurs questions. Est-ce que Andonovski, parce qu'il y a des choix quand même un peu bizarres dans ce qu'il a fait. Donc, est-ce que c'est vraiment le gars de la situation? Est-ce que c'est lui qui va amener cette équipe-là à se régénérer? Parce que la question derrière, c'est Rapinoe, Lloyd, Morgan, Tobin Heath. Jusqu'à quand? Parce que là, est-ce qu'il y a une nouvelle garde avec Muse, avec Lavelle, qui va devoir être les nouvelles leaders de cette équipe? Je pense qu'on y arrive rapidement. Oui, et surtout qu'en moyenne d'âge, on parlait environ de 30 ans de moyenne d'âge Mhm. du côté de l'équipe américaine, où c'est compliqué comme dans toute équipe qui gagne, d'imposer un renouvellement. C'est le cas. On le voit beaucoup chez Partout. les hommes, cette Mhm. espèce de fin de cycle où parfois la présence de vétérans, et là dans le cas vétérane, empêche l'éclosion parfois de talents, mais empêche peut-être aussi une meilleure répartition des minutes. Tu as nommé des joueuses extraordinaires, toutes ballons d'or et meilleures joueuses de leur championnat à Ouais, plusieurs reprises, mais complètement. les Morgan, les Lloyd, les Rapinoe, je pense aussi à la capitaine, la défenseuse dont le nom m'échappe, Dan mais Kemper? qui a oui, on parle de 36 ans. Euh, Oui. Effectivement, il y a des Martha, des Formiga, il y a des Christine Sinclair, mais il faut que ça se fasse toujours dans l'esprit que tout le collectif va en bénéficier. Et là, on a eu un petit peu l'impression, toujours un peu dans la même suffisance américaine, mais on a eu un petit peu l'impression qu'on n'était pas en mesure d'aller un cran plus haut du côté états-unien, où en fait à chaque fois cette marge, parfois qui est physique, parfois qui est athlétique, cette marge-là n'était plus présente vers les autres équipes. Mhm. Ouais. Donc on a finalement, il fallait le faire, hein, parce que le Canada, on l'a dit très bien tantôt, il fallait le faire, mais c'était surtout une équipe qui était un petit peu sur le déclin. Après, bon, le vivier, le bassin de joueuses est tellement grand que c'est pas très problématique du côté américain, Non. mais en même temps, il faudra se poser les bonnes questions et arriver aux bonnes conclusions. Et peut-être que pour faciliter le travail du sélectionneur, certaines filles pourraient se concentrer sur leur club euh, euh, pour la suite des choses. On va continuer dans le temps additionnel avec un transfert qui est passé complètement sous le radar. Pourtant, le plus gros transfert de la Première Ligue, 117 millions d'euros ont été posés de Manchester City à Aston Villa pour s'attacher les services de Jack Grealish dans un milieu déjà composé de Gundogan, de Kevin De Bruyne, de Bernardo Silva, de Riyad Mahrez. Je me pose la question si ce n'est pas un caprice du côté de Pep Guardiola et de Manchester City, cette arrivée de Jack Grealish. Je me pose la même question parce que clairement, ouais, c'est ça. C'est qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce qu'il est capable d'apporter, si ce n'est un nom de plus dans une rotation. Bon, tu as le phénomène Grealish maintenant depuis 6 mois qui a été brûlant au moment de l'Euro, et avec toute cette vague derrière lui et pour que Gareth Southgate le fasse jouer, le titularise, ça va mettre plus longtemps. Grealish, c'est le sauveur. Grealish, c'est ceci, c'est cela. Écoute, ouais, je pense que c'est une question. Elle est en. Un, qu'est-ce qu'il apporte?
Comparé aux autres que tu viens de citer, j'ai du mal. J'ai vraiment du mal. C'est un très bon technicien, pas meilleur que De Bruyne. C'est un joueur relativement jeune qui a de l'envie, qui est capable d'être à la fois milieu offensif, d'être attaquant. Euh, Ok, mais t'as Foden. Sterling n'est pas fini, à ce que je sache. Tu as Mahrez, tu as. Bon, sachant que ouais, Bernardo Silva, clairement, sachant que certainement même, il y en a un ou deux peut-être qui risquent de partir. Mais c'est vrai qu'on peut se poser la question sur ce que Grealish va emmener. C'est vrai que quand tu le regardes comme ça a l'air d'une coquetterie. Dans une coquetterie, et forcément, un petit peu dans ta tête, tu dis, est-ce qu'il ne le fait pas un petit peu pour casser les jambes des autres? Parce que Grealish était un des joueurs les plus recherchés, et qu'on l'annonçait à un moment, on disait que Chelsea était intéressé, on disait que United était intéressé. Euh, donc, on peut enlever Arsenal et Tottenham, ce qui ne serait jamais allé dans un autre club. Bon, Chelsea, ça aurait été compliqué, mais dans le club de Londres, ça aurait été un peu difficile, mais clairement, des deux clubs de Manchester étaient dans le coup. Mais ouais, ça fait caprice, c'est vrai. Ça fait Mhm. caprice, et jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à ce que ce soit pas, on ne le voit pas sur pièce, on peut se poser la question. Là maintenant, c'est vraiment à Guardiola de nous prouver que il y avait vraiment ce besoin, et que ce soit un besoin sportif avant tout, parce que le doute existe encore, à mon avis. Je suis tout à fait d'accord. On va voir parce qu'un caprice à 117 millions d'euros, Ah, on, on, on a difficilement c'est ça. vu pire. On va aller du côté de nos sujets chauds. On a reçu des questions avec le hashtag LDSF. On vous invite, comme à chaque semaine, de nous envoyer vos questions. On va rester en Angleterre avec Dr Foot qui nous demande où va atterrir Harry Kane, qui s'est fait remarquer cette semaine par son absence lors de la reprise des entraînements du côté de Tottenham, absence qui a été largement interprétée comme une volonté de forcer un départ. Simplement, il n'y a pas non plus beaucoup d'options pour l'attaquant anglais, et la question se pose sur sa destination en cas de transfert. On va retomber sur les belles choses, et là, ça va être encore plus fou à suivre, mais il est certain que c'était Manchester City. Parce que lui, il s'est pas caché que l'endroit où il souhaitait aller, c'est Manchester City. Guardiola a dit que clairement, il serait plus qu'heureux d'aller chercher Kane. Euh, Ça coince. Kane a dit donc il y a déjà un mois qu'il souhaitait partir. Il n'est pas venu à l'entraînement cette semaine. Il va certainement se représenter. Là, il est je pense que le temps qu'il rentre et qu'il doit passer un certain temps aussi d'isolation, il devrait reprendre l'entraînement, mais bon, clairement, le championnat arrive rapido. Je pense que Daniel Levy ne serait pas contre. Et Daniel Levy, président de Tottenham, a quand même mis la barre. Hein. Donc, ça veut dire qu'il, Oui. quelque part, il est en train de regarder ses options aussi. Hein. Donc, une barre énorme qui est à 160 millions de livres, qui nous amène à quoi 300 millions de dollars, quelque chose comme ça. Hein. Oui, en dollars. Ok. Non, mais c'est là que c'est très difficile quand tu vois tous les trucs, les chiffres arrivés, que ce soit dollars, euros, livres. Des fois, on s'y perd pas mal. Euh, enfin, il a mis la barre extrêmement haut. Ouais. Clairement, City n'est pas prêt, en tout cas, City ne veut pas aller là. Et eux, ils semblent plutôt rentrer vers un 100 millions, que 100 millions plus un joueur. Mhm. Donc là, c'est peut-être une base de négociation. Et pas n'importe quoi. Hein. Ce serait 100 millions plus Bernardo Silva ou Riyad Mahrez. Enfin, quoi, voilà, euh, le niveau. Quoi. Mais clairement, tu sais que ayant perdu, ayant laissé partir Agüero,
que Gabriel Jesus, ces 2 dernières saisons, on n'a pas senti que Guardiola avait été convaincu complètement et qu'il ne rentre pas dans un système de jeu où il va le faire jouer régulièrement. Donc tu sais que ouais, Kane le représente quelque chose. City n'a pas l'habitude de faire, enfin, jusqu'à aujourd'hui, City n'avait pas vraiment l'habitude de faire tu sais, de se mettre dans la course aux armements à ce niveau-là, quoi. Tu sais, ils dépensaient beaucoup, mais ils Oui, n'ont jamais été, on va dépenser plus que tous les autres sur un joueur. D'ailleurs, il y a eu un ou deux cas dans lesquels ils sont même revenus en arrière. Je pense à Van Dijk, par exemple, où ils ont dit non, c'est trop cher pour nous. Il y a eu un ou deux cas comme ça. Donc, est-ce qu'ils voudront s'aligner? Ce qui changerait, comme il indiquerait clairement qu'ils sont prêts à faire ce type d'effort-là. Maintenant, Kane a encore un contrat, donc jusqu'à un certain point, Daniel Levy et la direction de Tottenham, ils ont le gros bout du bâton. Hein. S'ils refusent, ils refusent. Et puis, Kane n'a pas beaucoup d'options. Là aussi, est-ce que Kane et ses représentants sont prêts à rentrer dans le rang? Ça s'est déjà vu. Ça s'est déjà vu avec Luis Suarez, ça s'est déjà vu oui. arrivé avec Benzema, il me semble, aussi à un moment. Est-ce que ça va arriver? C'est pas non plus. On dit que Kane, il cherche à partir, il cherche à partir. Il n'est pas dit qu'il va partir. Donc là aussi, c'est quelque chose qui va être à régler. Effectivement, sa situation contractuelle, où il lui reste encore 3 ans de contrat, donne le gros bout du bâton à Daniel Levy, qui souhaiterait sûrement pouvoir le transférer à l'extérieur du championnat, un petit peu comme il avait fait avec Modric et Oui, Gareth Bale. c'est vrai. Il a aussi démontré une absence d'intérêt pour des joueurs. C'est de l'argent que veut monsieur Daniel Levy. Et en parlant d'argent, Pep Guardiola a dépassé la barre du milliard depuis son arrivée en 2016 à City. Et ça, c'est sans l'arrivée potentielle d'un Harry Kane, voire d'un Lionel Messi. Voilà, exactement. On continue dans les sujets chauds où Stéphanie nous pose une question intéressante qui est en lien avec les Jeux Olympiques, mais aussi les autres tournois continentaux. Est-ce que la déroute des différents clubs FFF, donc Fédération Française de Football, donc masculine, femmes et espoir, pourrait apporter de gros changements chez la fédération? Car aux Olympiques, ça a été la goutte qui a fait déborder le vase, l'humiliation suprême. Ah oui. Je vais Bah, commencer écoute, non, vas-y, ouais, 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 parce que absolument. je pense que il faudrait s'attendre à du statu quo du côté des grosses têtes de la fédération française d'un point de vue coaching. Sylvain Ripoll, qui est le coach des espoirs et celui qui a géré la sélection olympique, a été reconduit. On a déjà parlé de Didier Deschamps, qui a été reconduit malgré les résultats plutôt médiocres à l'Euro dernier. Corinne Diacre, qui a perdu son assistant, a été aussi renforcée dans une déclaration récente de Noël Le Graët, qui lui-même a été réélu très récemment donc à la tête de la Fédération française de football. On n'a pas l'impression que un constat d'échec a été dressé par Noël Le Graët, parce qu'à chaque fois, il y a eu des circonstances pour expliquer les résultats, où il a toujours pris la défense de ses sélectionneurs, où parfois on parle de chance, où parfois on parle de manque de volonté des clubs français de libérer les joueurs pour le cas des Jeux Olympiques, où on prend la défense de Corinne Diacre face aux Lyonnaises, et il y a aucun moment on a vraiment senti qu'il y a une responsabilité des sélectionneurs, des différents sélectionneurs sur la qualité du jeu produit en comparaison au talent et au vivier français. Je pense, Stéphanie, que tu vas continuer de manger ton pain noir et que et que du côté de la FFF, Mhm. tant que Noël Le Tu vas Graët très bien. qui a réussi, voilà, tant que Noël Le Graët sera en charge, ces hommes et ces femmes fortes seront toujours en charge. Et malheureusement, si les résultats qui sont très contrastés lorsqu'on
lorsqu'on compare ce que fait le sport collectif français aux Jeux Olympiques avec ce qu'a fait l'équipe de football, ces résultats contrastés ne sont pas perçus de la même façon du côté de la fédération, malheureusement pour tous les partisans Sid, français. tu l'avais dit il y a 2 semaines, tu avais parlé d'équipe de France Espoir, tu avais dit qu'elle est symptomatique des dysfonctionnements. Je me rappelle, c'était très exactement, tu avais dit qu'elle est symptomatique des dysfonctionnements du football français. Tu as totalement raison et au bout du compte, on tire le trait là-bas. Tout à fait. Effectivement. Puis, et ça, c'est sans parler même des, droits télé, qui sont en négociation en France et de toutes sortes de dossiers, en ce moment sur Ouais. le football français qui a besoin d'états généraux. On va, enchaîner avec la question de Grumpy Oldman qui, nous parle de ce côté-là de l'Atlantique. Pourquoi avoir acheté la Silla Palainen? C'est un one trick pony, en bon français, donc peut-être joueur unidimensionnel, pour traduire les propos de notre auditeur. Effectivement, la Slapalainen serait renouvelé alors qu'il est en ce moment en prêt depuis Bologne. Un joueur qui n'a pas forcément réussi à s'imposer dans cette saison de 2021, qui a été aussi éloigné à cause de blessures, qui a été appelé avec la Finlande à l'Euro, même s'il n'a pas participé à la fête, comme on dit. Est-ce que c'est une décision qui te surprend, cette volonté de reconduire la Silapalainen? Oui, un petit peu. Un petit peu parce que, comme tu le dis, pour un certain nombre de raisons, on ne le sent pas au diapason vraiment et on ne le sent pas exactement dans le même. Il fait un peu étrange, ouais, un petit peu à part quand tu regardes la façon dont le groupe semble vouloir, vers où le groupe semble se diriger. Et c'est vrai que c'est assez difficile de le voir s'épanouir dans cet effectif-là. Et d'un autre côté, avoir une contribution quand même qui soit. Qui soit au niveau d'un joueur comme lui, qui est là quand même donc depuis un bout de temps, Mmh. qui monopolise un certain nombre de places et qui dans l'effectif et dans les choix qui sont faits par la direction du club, ben, clairement. Or, oui, à l'heure actuelle, ça me semble pas convaincant du tout. Non, je te rejoins, c'est sûr qu'il y a eu plusieurs visages de la Silapalainen. Il y a eu son arrivée en 2019 très rafraîchissant, avec une belle, vitesse, et un petit peu comme, Okonkwo qui avait réussi sa première re Pareil, année. voilà. Il y a eu, Mmh. beaucoup de difficultés dans l'année 2, et certainement 2020, c'était une année, très bizarre, à tout, à tout chapitre, à tout titre, mais j'attendais un peu plus. Là, on parle déjà de 10 matchs, mais simplement une passe décisive. On parle quand même d'une certaine difficulté à le voir évoluer comme, piston gauche, poste qu'il a eu, durant, la plupart de ses entrées en jeu. Hem Est-ce que c'est passager? C'est un peu la question, qu'on se pose, et peut-être que Wilfried Nancy, lui, se dit que si le jeune, joueur de 22 ans aura le temps finalement de montrer toute l'étendue de son talent. Mais, j'attends plus. À quelle position? Pour l'instant, je ne sais pas dans ce système de jeu-là, mais, il est loin en fait de tout ce qu'il a pu nous montrer, durant, bah, sa première saison, à Montréal. La question du staff, c'est une question, Ah, qui est assez intéressante puisqu'on est dans les bilans des tournois continentaux. Et on s'est posé la question avec Jean, bah, de que retenir de cette, Gold Cup, qui, a vu le Canada accéder aux demi-finales, à tutoyer la finale, même si on peut dire, et les mmh. États-Unis, vaincre pour une deuxième fois, cet été, le Mexique en finale, d'une compétition, et donc l'emporter 1-0. Que retenir de cette, Gold Cup avec les résultats du Canada, du Mexique et des États-Unis?
Et voilà, d'abord, on va aller champ gauche complètement, si ça ne te dérange pas. Il y a Non, quelque non. chose que je vais retenir, moi, c'est la prestation du Qatar. Oui, c'est vrai. Euh, Parce que l'équipe invitée, ou qui était pas vraiment. C'est pas qu'elle était négligée, mais on la prenait un petit peu de haut, en oubliant quand même, d'abord, ce qu'elle avait fait à la Coupe d'Asie des Nations, rien à dire, qu'il y a 2 ans, elle était à la Copa América et qu'elle avait déjà montré des choses et que ce qu'elle a montré il y a 2 ans, eh ben, on a vu à peu près la même chose en mieux aujourd'hui. Alors, clairement, il y a des choses bizarres dans le fonctionnement de cette équipe, mais clairement, c'est une équipe qui sera prête pour dans 18 mois à la Coupe du Monde chez elle. Donc ça, c'est une première chose avec des super individualités, mais surtout un concept de jeu qui est assez rafraîchissant en plus, parce que c'est une équipe qui veut attaquer, qui prend des risques, clairement qui prend des risques au point où elle va perdre plein de matchs 4-3, mais ça va donner du spectacle, ça c'est sûr. Voilà, donc ça c'est un premier point. Deuxième point, est-ce qu'il y a un changement au sommet de la CONCACAF? On va voir. Disons que certainement les Américains ont retrouvé la dynamique dans laquelle ils étaient il y a quelques saisons, il y a quelques années. Il y a eu une période où peut-être qu'ils se sont vus un petit peu trop beaux et c'est le moment où ils n'ont pas réussi à se qualifier pour la Coupe du Monde et tout. Or là, qu'est-ce que tu vois sur les 2 derniers tournois, la Ligue des Nations et la Gold Cup que les Américains gagnent 2 fois face au Mexique? Tu vois une équipe qui est d'abord avec avec beaucoup moins de vedettes, hein, clairement, il y a eu un brassage énorme qui a été fait par Berhalter. Deuxièmement, je pense que c'est une équipe qui, au bout du compte, est bien mieux quand elle se sent outsider. Mhm. Mais que assise dans ses certitudes, avec ses sénateurs, entre guillemets, je crois que ça collait plus du tout. Parce que outsider, c'est là qui se hargnent, on retrouve les Américains qui ont progressé durant une douzaine d'années entre 2000 et mettons 2012, 2013 par là. Donc c'est là où il y a eu vraiment une poussée vers l'avant. Je pense que c'est ça que Bertrand est allé chercher, à amener. Donc il y a une ouverture. Il faut des places à prendre, parce que je crois qu'il y a clairement une double donne qui a été faite là après ces 2 tournois, et que ça va être assez cher de trouver sa place pour les Américains euh, pour les qualifications et également pour la Coupe du Monde. Ah, ça, c'est un autre chose. Mexique, de son côté, il est temps eux aussi de passer à autre chose. C'est certain que le Mexique, c'est pas la première fois qu'ils jouent sur plusieurs tableaux, qu'ils avaient monté aussi une équipe pour gagner le tournoi olympique et qui aurait très certainement amené du monde et amené des joueurs importants à la Gold Cup si ça ne s'était pas chevauché. Donc il y a certainement à mitiger un petit peu ce constat-là, mais il n'y a plus cet écart au Mexique à tout niveau largement supérieur. Ça va être à considérer et à voir si ça se traduit par quelque chose au moment des qualifs Coupe du Monde, donc dans un 5 semaines, qui commence ouais, dans 5 semaines. Mhm. Enfin, pardon, le tour final. Oui. Elles sont commencées déjà il y a longtemps. Pour le Canada, bah, clairement, je pense qu'on a montré que ils étaient là. Alors, je lis ici et là, oui, c'est la troisième puissance. Ça y est, ils peuvent prétendre, ce qui n'était pas le cas avant, mais ils peuvent clairement prétendre à l'être. Il ne faut pas non plus se dire que ça y est, tout est beau et qu'on on est installé. Et il y a continuellement en CONCACAF cette lutte juste derrière États-Unis, Mexique, et que c'est un roulement. Un coup, c'est le Costa Rica, c'est le Honduras. Là aussi, regarde, il y a le Salvador Mhm. qui font des choses intéressantes. Donc, oui, il y a quelque chose de très positif avec le Canada. C'est certain que tu arrives, tu ne te fais pas marcher dessus comme c'était le cas avant. Il y a une attitude, il y a du jeu. On peut revenir en disant que oui, il y avait en plus plusieurs joueurs absents lors des matchs importants dans le tournoi et que les Canadiens n'ont pas été perdus. On les a pas sentis à la rue parce qu'il y a un tel ou un tel, ce qui était le cas, ce qui aurait été le cas avant. Donc, il y a un changement dans la qualité du jeu, il y a un changement dans les mentalités, dans les attitudes.
Donc c'est une équipe qui est plus sur la bonne voie. C'est une équipe qui doit maintenant, je crois qu'on serait tous déçus qu'elle ne soit pour qualification à la prochaine Coupe du Ah oui, on serait, peut-être même, plus que déçus, en colère, Monde. Déçus, ouais. face à une équipe qui a montré beaucoup de talent et qui, un petit peu comme, du côté, américain, où, Berhalter a indiqué qu'il n'y a pas, de joueurs, il n'y a pas d'équipe B ou d'équipe A, il y a simplement un pool de joueurs. Je crois que cette, Gold Cup, qui est peut-être partie un petit peu, mollement, en tout cas dans l'intérêt, médiatique, a révélé de nombreux joueurs et finalement a mis la table pour les qualifications là qui arrivent dès la première semaine de septembre et qui vont sûrement encore révéler leur lot de surprises. Le match entre les États-Unis et Jamaïque était très serré. Il a basculé vers la fin, mais c'est un match qui était très crispé et on voit qu'il y a Oui, d'autres équipes qui vont tirer leur épingle du jeu. Donc en fait, on a hâte à ces qualifications pour la Coupe du Monde 2022. Voilà, ce qui conclut cette belle émission. Merci à vous d'avoir été à l'écoute, de poser vos questions sur Twitter, continuez de le faire avec le hashtag LDSF et continuez de partager notre contenu sur le rds.ca ainsi que sur la plateforme iHeartRadio. Je te remercie beaucoup, Jean, merci bien à toi. et je vous dis à tous à la prochaine.